Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment au programme aujourd'hui. Bien dans son job, faciliter le mode hybride. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. Pour tous, en temps de Covid, on en parle avec Dominique Taïeb, le directeur général de Poly Conseil. Il est notre invité. Smart et réglo, un sujet qui intéresse tous les dirigeants, les règles qui encadrent les CDD. Attention, danger. On en parle avec Étienne Pujol, avocat en droit social. Et puis dans le cercle RH, c'est un grand entretien avec le capitaine de vaisseau David Sanson. Il est le chef du recrutement de la Marine nationale. Ils vont recruter 27 000 marins, personnel civil et militaire. On fera le point avec lui sur ce corps de l'armée française qui bénéficie, on peut le dire, d'un certain prestige et d'une très bonne image. On fera le point avec lui dans le cercle RH. Et puis nous terminerons avec Fenêtre sur l'emploi, l'entrepreneuriat au féminin. Il suscite des vocations et on en parle avec Juliette Mandrin. Elle sera notre invitée à la fin de l'émission. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job en période de crise Covid, c'est-à-dire en période de télétravail, même s'il n'est plus obligatoire depuis quelques jours, et même si les salariés travaillent en mode hybride. Et le mode hybride, c'est pas toujours facile pour eux, le flex office non plus, et on en parle avec Dominique Taïeb. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êt le directeur général de Poly Conseil, alors qui est un cabinet de 250 collaborateurs, je dis pas de bêtises. C'est ça. Ça n'a pas changé le chiffre. Ça change tous les jours. Tous les jours, donc 251, vous en avez embauché un hier. On embauche tous les jours. Dès qu'on trouve un talent, on le prend. Bon, et la guerre des talents, évidemment, est complexe. Cabinet de conseil spécialisé dans l'innovation numérique. Et vous êtes venu sous votre bras avec cette application. Elle s'appelle Coviflex. Et c'est très intéressant parce que c'est un outil, Dieu sait si c'est compliqué pour les RH, un outil de gestion du mode hybride. C'est bien cela. En partant des usages. Vous avez travaillé comme un sociologue. Oui, c'est ça. En fait, ça s'appelle Coviflex, effectivement. C'est une solution sans capteur qui permet de mettre en place le mode de travail hybride dans tout type de société. Alors, on a des clients qui ont 10 collaborateurs, mais on a aussi des multinationales de 80 000 collaborateurs dans le monde entier. Alors, on est déjà rentré un peu dans le jargon, c'est intéressant. Quand vous dites sans capteur, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux modes de gestion de ce mode hybride. Il y a ceux qui ont un capteur. C'est quoi le capteur? Il est sur le bureau. Les salariés pensent que c'est un mouchard qui les surveille. Ça peut être perçu comme ça. En tout cas, l'idée sous-jacente, c'était de dire que finalement, un bureau, c'est comme un parking. Donc, on met une petite LED verte ou rouge en fonction de la disponibilité. Les collaborateurs arrivent sur le lieu de travail et puis identifient où est-ce qu'ils pourraient s'installer. Nous, on pense que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Comme vous l'avez dit, on part du mode d'usage réel. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que les collaborateurs doivent savoir bien à l'avance non seulement où ils vont s'installer, donc ils ne peuvent pas attendre d'arriver sur le lieu de travail pour constater qu'ils n'ont pas de place. Mais comme dans un parking d'ailleurs. Voilà, exactement. Mais dans un parking, c'est pas très grave, on peut trouver d'autres places, mais dans un lieu de travail, c'est un petit peu plus embêtant. Je vous arrête un instant. Voilà. On a aussi évoqué dans le Flex Office à travers un débat l'idée que ça dénaturait aussi même la fonction et le travail, le rapport qu'on a au travail, parce que c'est vrai que quand on va chercher un bureau comme ça, un peu comme on dit à l'arrache, ça ne donne pas envie de s'engager. Vous avez ce sentiment-là aussi? Ah oui, absolument. C'est vraiment même le sens même du logiciel qu'on a mis en place. C'est une solution SaaS donc, qui évolue en permanence en fonction des usages et des attentes. Mais l'idée sous-jacente, c'est de dire qu'un collaborateur, il vient sur le lieu de travail pour y faire quelque chose de très précis. Et donc, l'usage qu'on a, par exemple, pour aller travailler avec une équipe, pour rencontrer un ami, etc., est différent. Et on peut programmer tout ça avec un logiciel. Alors, Coviflex, ça fonctionne comment? Si ce n'est pas une puce qui indique aux collaborateurs, quand ils rentrent sur le site, que le bureau est libre, ça veut dire qu'il faut un travail très fin en amont pour avoir une gestion des bureaux libres, des bureaux qui se libèrent. Comment vous faites concrètement? Très concrètement, on a le plan des bureaux, on a des collaborateurs. Les collaborateurs renseignent de manière extrêmement simple, en 2 clics, où est-ce qu'ils veulent venir et quand ils veulent venir. En amont? En amont. 5 minutes avant, 1 heure avant, 2 jours avant? Non, ils le font très en amont. En général, ils le font sur plusieurs semaines. Ils ont des possibilités de renseigner de manière extrêmement simple et itérative, s'ils le souhaitent, leurs habitudes d'organisation. Et puis, après, les managers peuvent, eux,
amender les demandes de leurs collaborateurs. Et évidemment, ça se passe, en général, la bonne pratique, c'est que les collaborateurs et les managers se parlent et expliquent pourquoi il y a un sens à modifier éventuellement les demandes des collaborateurs. Non, mais pour être extrêmement concret, Dominique Tailleb, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas 50 collaborateurs qui arrivent au même moment et qui veuillent le même bureau. Parce qu'en fait, c'est ça le risque. Oui, mais en fait, c'est extrêmement simple. Hein. Donc, si vous voulez arriver dans un bureau donné, vous avez une carte. Dès que vous rentrez sur l'application, vous voyez quels sont les bureaux disponibles, vous le choisissez, et à partir de ce moment-là, il est plus accessible aux autres. Vous avez fait un pari avec Coviflex, parce que vous avez beaucoup de clients qui commencent à s'y intéresser et qui vous l'achètent, ce logiciel SaaS. Vous avez fait le pari aussi de se dire que le télétravail allait durer, parce que finalement, cette question et votre logiciel, il fonctionne parce que il y a une partie des collaborateurs à l'extérieur et une autre qui est en présentiel et qu'ils vont se croiser et que donc il faut l'organiser. C'est ça le pari que vous faites? Oui, en fait, le pari, c'est qu'il y a tellement d'avantages finalement au télétravail que ça va perdurer. Il y a des avantages pour les collaborateurs qui gagnent du temps. Il y a des avantages en termes d'éco-responsabilité parce qu'on réduit l'empreinte carbone. Il y a des avantages financiers parce qu'on réduit aussi la voilure immobilière. Il y a des avantages parce que c'est beaucoup plus efficace aussi dans une certaine phase, quand on sait bien l'organiser, de gérer les équipes à distance. Donc tout ça, ça fait que c'est quand même très pertinent de l'installer dans la durée. Et on voit que tous nos clients font ça en fait. Dominique Tailleb, source Anact, 88% des salariés déclarent souhaiter poursuivre le télétravail au-delà de la crise sanitaire, c'est-à-dire qu'ils se sont installés dans ce mode de vie, parce que ce n'est même pas un mode d'organisation, c'est un mode de vie. Et puis, un autre élément, c'est un levier de compétitivité, ça c'est intéressant, parce que j'imagine que les RH et les dirigeants regardent ce chiffre. Les loyers, ça représente 8% de la valeur ajoutée et 15% des salaires des entreprises, c'est-à-dire que le loyer, si l'entreprise réduit sa surface, c'est important. Les postes, c'est les salaires et les loyers. Il vous en parle ou pas, ça, en prenant votre logiciel? Bien sûr, c'est un élément ou pas? Absolument. Nous, quand on présente le logiciel, on a en général le patron de l'immobilier, on a le patron des RH, on a le patron de l'IT. Donc c'est pas que sur l'humain, c'est aussi sur le bâti. Oui, absolument. Mais c'est un enjeu de réorganisation totale de la relation au lieu de travail, de réorganisation. C'est pas juste du flex office, c'est pas juste de l'immobilier, c'est repenser la relation à l'entreprise. Et donc ça passe également par la direction générale en réalité. Donc ce sont des enjeux ultra complet et ultra stratégique pour les entreprises. Donc ça veut dire que certaines entreprises, au-delà du bien-être de leurs salariés, parce que Coviflex contribue au bien-être des salariés, ça me semble clair, réfléchissent aussi à réduire la voilure en termes de surface. Ils se disent, mais moi j'ai 400 collaborateurs, mais j'en ai que la moitié qui viennent parce que le logiciel l'indique. Pourquoi garder des locaux aussi grands? Oui, absolument. Et les entreprises ont déjà commencé à faire ça. Puis on a aussi d'autres clients, comme par exemple Mano Mano, qui a une start-up en très très forte croissance, qui cartonne et qui avait l'habitude de déménager sur des périodes très très courtes et qui est bien contente de pouvoir finalement organiser la présence sur le travail et ne pas devoir déménager, ce qui est quand même un inconfort pour les salariés de devoir déménager en permanence. C'est souvent très lourd, puis il y a du câblage, il faut réinstaller l'ensemble des réseaux. Et des coûts. Et bien sûr des coûts. Un mot et même plusieurs d'ailleurs. Dans les demandes de vos clients, est-ce qu'il y a aussi l'idée que vous puissiez gérer avec Coviflex les tiers-lieux, les coworking, c'est-à-dire que des collaborateurs ne viennent pas en physique sur le site, mais on choisit d'aller sur un tiers-lieu, et ça, il faut le gérer aussi. Est-ce que vous faites? Absolument, on peut gérer tout type de lieu. En fait, le principe, c'est qu'on renseigne des espaces disponibles, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nature, et puis à ce moment-là, le collaborateur choisit où il veut se positionner. C'est un énorme marché pour vous en développement, j'imagine? Oui, en fait, on est totalement surpris. On était parti avec une intuition. On a signé on est parti en 2020, juste au moment de la crise. En fait, voilà. Après, nous, on a une spécificité, c'est qu'on est des accélérateurs de la transformation digitale pour nos clients. Donc, on l'a fait pour nous. Et on a développé une solution très, très rapidement qu'on améliore en permanence. Et aujourd'hui, en fait, je pense qu'on doit avoir un tiers des sociétés du CAC 40 qui sont aujourd'hui soit en démonstration, soit en appel d'offres sur des problématiques de ce type-là. Ce qui est passionnant dans l'échange que l'on a, Dominique Tailleb, au-delà même de Coviflex, c'est que vous êtes le premier observateur de la transformation des espaces de travail. Alors, oui, c'est vrai, on est aux premières loges, aussi parce que comme les modes de travail hybrides s'inventent tous les jours, nous, on intègre des fonctionnalités tous les jours. Et d'ailleurs, l'usage qui est fait... Qu'est-ce que vous rajoutez à chaque fois? Par exemple, Stellantis nous a demandé de rajouter un espace collaboratif. Ouais, un espace collaboratif, c'est-à-dire qu'au lieu de réserver un bureau individuel, on prend une place dans un espace
collaboratif qu'on va utiliser pendant une demi-journée, par exemple. C'est le Club Med, c'est-à-dire qu'on est obligé de se mettre à une table avec d'autres. Oui, ça mais c'est parce que ça permet d'isoler un espace très précis, de laisser les espaces de travail disponibles et donc aussi de donner un sens à la présence sur le travail pour travailler ensemble. Non, mais ça veut dire que c'est très très fin. Normalement, ça va très loin parce que quelqu'un qui dit j'ai besoin de passer des coups de fil, je vais prendre une petite salle individuelle, mais le logiciel peut dire à la personne non, toi tu es en train de faire une réunion collecte ou plus ouverte et tu vas pas prendre cette salle parce que tu vas la prendre à quelqu'un qui téléphone. Alors non, ça on fera pas ça. Vous n'allez pas jusqu'à ce niveau de détail. En revanche, ce qu'on fera, c'est qu'on va ajouter une visibilité sur l'occupation, et ça on utilisera des capteurs pour le coup, des salles de réunion. D'accord, là c'est pour vérifier que la salle est bien. Voilà, et qu'on n'a pas l'effet Club Med des gens qui réservent la salle et qui ne viennent pas. Et ça c'est l'autre effet Club Med. Les capteurs, ça veut dire que la personne aura sur son téléphone ou elle voit un LED qui s'allume quand elle ouvre la porte? Parce que je n'arrive pas à comprendre l'histoire du capteur. Non, tout est logiciel, Donc elle reçoit sur son appli. Elle peut juste voir sur l'appli si la salle est disponible ou pas. Avant de nous quitter, le retour utilisateur. Alors là, vous avez développé ce logiciel pour vous-même et puis là maintenant vous le vendez à vos clients. C'est quoi le retour utilisateur? Que les usages sont totalement infinis puisque ça concerne... Le retour, ils sont contents ou pas? Ah oui, je pense qu'ils sont tous très contents parce que ça facilite la vie et puis ça donne aussi des outils de maîtrise et de supervision pour les directions générales, la DRH, l'immobilier et ça donne des outils d'aide à la décision extrêmement structurants pour la réussite de mise en place du mode de travail hybride et même de l'entreprise plus généralement. Dominique Tailleb, merci. Donc vous-même, vous l'avez dit, surpris finalement par le développement de Coviflex et la demande très forte autour de ce logiciel qui permet d'organiser le travail hybride. C'est dire que les entreprises sont vraiment en train de basculer sur un autre mode d'organisation. Merci d'être venu sur notre plateau. Directeur général de Polyconseil, 251 salariés, peut-être 252 depuis le début de notre échange. Je saurai ça après. Vous allez le savoir en sortant si vous avez embauché un nouveau talent. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est Smart et Réglo. Le droit, rien que le droit, c'est important évidemment, et on parle des règles qui encadrent le CDD. Smart et Réglo, et on retrouve comme presque chaque vendredi, lundi, Étienne Pujol, vous êtes avocat en droit social au cabinet Berilo, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. On parle des CDD et des règles qui encadrent ces CDD. Le CDD est très utilisé, enfin, en termes de chiffres, CDD, CDI, le CDD marche bien quand même. Ah oui, c'est une vraie variable d'ajustement avec l'intérim pour les entreprises, surtout en cette période où, alors qu'on avait cru qu'il y aurait beaucoup de plans sociaux, en fait, beaucoup d'entreprises ont été maintenues à flot. Et du coup, les variables d'ajustement en termes de redémarrage passent d'abord par l'intérim et par la conclusion de CDD. Alors, le CDD est très encadré. Oui, il est très encadré. Pas n'importe quoi que ce contrat. Non, on ne fait pas n'importe quoi. En fait, c'est le contrat par exception. Le contrat de base, le contrat normal du recours à un collaborateur, c'est le CDI, donc à durée indéterminée. Et l'exception, c'est le CDD. Parce qu'on considère, ce qui n'était pas le cas jusqu'au début des années 70, que le CDD est moins protecteur des salariés. Vous le voyez d'ailleurs, quand vous voulez acheter un appartement, on vous demande plutôt un CDI qu'un CDD. Un CDD, c'est considéré comme précaire. Alors, pour être très concret, commençons déjà par la liste des règles. Oui. À quel moment on est autorisé à avoir recours au CDD? Alors, parce que l'inspection du travail est toujours très très vigilante. Oui, bien sûr. Justement parce qu'il y a cette préoccupation, je dirais, de précarité. En fait, il y a 4 grandes catégories. Si on met de côté les contrats de formation liés à des formations professionnelles, il y a 4 grandes catégories de recours au CDD. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'accroissement temporaire d'activité. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est dans une phase ascendante de cycle et donc on n'a pas le temps de recruter des CDI véritablement. En tout cas, on suppose qu'on n'a pas le temps. Ou alors on sait que ça va être pour une durée déterminé, cet accroissement, qu'il va y avoir une rechute. Donc on va pourvoir durablement à cet accroissement d'activité et donc on va recruter un CDD. Et dans ce cas-là, la limite est de 18 mois. L'autre grande catégorie, c'est le remplacement d'un salarié qui est absent. Il faut faire face à une absence soit anticipée, soit non anticipée, suite à un accident du travail par exemple. Et là, on a le droit de recourir à un contrat pour la durée de l'absence de la personne. Juste un mot, un collaborateur avec lequel l'entreprise est en conflit, il y a rupture de contrat, il était en CDI, est-ce qu'on peut le remplacer par un CDD? Alors non, on ne peut pas remplacer par un CDD quelqu'un qui part en CDI parce que sinon... Et qui est en conflit. Et qui quitte en conflit parce qu'en fait c'est attaché au poste. Et si on remplace quelqu'un en CDI par quelqu'un en CDD, eh bien on considère que le poste du coup est temporaire et va s'arrêter. Donc c'est vraiment une limite, je dirais, au Donc le poste reste vacant. Le poste reste officiellement vacant et dans ce cas-là on peut recourir à un CDD mais uniquement en attendant de recruter quelqu'un en CDI. C'est-à-dire qu'on sait que la personne qui va venir là
n'est pas là de manière permanente, elle est là pour assurer une sorte de transition et en attendant de recruter quelqu'un véritablement en CDI. Alors à la télé, on connaît très bien, c'est le CDD d'usage. Oui, oui, évidemment, ça c'est... Il est très connu, le CDD d'usage. Il est très utilisé Très aussi. utilisé, oui. Et qui fait l'objet de beaucoup de contentieux aussi à la fin des saisons. Et tout à fait. Et voilà. Et puis il y a le contrat, donc le CDD d'usage, que l'on voit beaucoup effectivement dans votre secteur. Et puis il y a les contrats dits saisonniers, les fameux contrats vendanges ou ce genre de contrats. On va ramasser les fruits, on fait un CDD, ça dure 3 mois. Exactement. Ou 2 mois et demi. Pour la période. Ça, ce sont vraiment les 4 grandes catégories de recours au CDD qui sont autorisées par le Code. Donc j'évoquais le CDI qui n'est pas remplaçable si le collaborateur quitte et est en conflit prud'homal. Donc vous me dites que ce n'est pas possible de le remplacer par un CDD. Puis un autre cas de figure, c'est quand il y a une grève, je pense notamment à Marseille, par exemple, dans le bras de fer, voilà. avec le ramassage des poubelles. Là, on ne peut pas mettre un CDD à la place des grévistes. Non. D'une part, ça crée des gros conflits à l'intérieur de la société, puisqu'évidemment, ceux qui vont être recrutés pour remplacer les grévistes seraient vraiment très mal perçus. Et puis, de toute façon, la loi l'interdit. Donc voilà. En revanche, comme vous l'avez vu à Marseille, il est possible de passer par des prestataires extérieurs pour assurer des missions de service public ou pour que le travail soit réalisé, effectivement. Ouais. Ça marche pas si bien. Plus ou moins, mais bon, finalement, ils ont obtenu une prime et ils reprennent le travail petit à petit en attendant d'écluser les... Le droit nous ramène à l'actualité. Alors, il y a un autre point important de l'encadrement, c'est qu'il est nécessairement écrit. Oui, alors ça c'est effectivement, et c'est ce que les employeurs oublient souvent. Ils disent bon, ça va aller, on a le temps de le faire. Non, il doit être écrit et il doit être signé avant la prise de fonction du collaborateur ou au plus tard dans les 48 heures qui suivent. Donc il faut vraiment que ça se fasse très vite. On ne peut pas attendre trop longtemps pour dire au fait tu étais en CDD, tu n'étais pas en CDI. Ce serait un peu, la ficelle serait un peu grosse. C'est ça la subtilité. C'est que la personne hésite. Ils m'ont pris en CDI, puis oui, je ne le sais pas. J'ai commencé avant-hier et je ne sais toujours pas à quelle sauce je vais être mangé. Alors, on parlait des contentieux dans les CDD d'usage, mais c'est quoi les erreurs que doivent éviter les entreprises? Alors, déjà, oublier de le mettre par écrit, oublier de le faire signer. Ça, c'est voilà, on le voit, et notamment dans les CDD d'usage, il y a des habitudes qui sont prises. Le collaborateur, journaliste arrive, et puis... D'où le conflit, d'ailleurs, parce que la personne demande d'être qualifiée en CDI. Exactement. Alors, parfois, il y a des rétentions aussi de signature pour faire un peu de chantage. Hein. Bon, oui, c'est vrai. mais non, la première erreur, c'est effectivement oublier de marquer le contrat. L'autre erreur, et ça c'est dans les clauses obligatoires du CDD, c'est de ne pas marquer la raison pour laquelle on recourt au CDD. C'est une mention obligatoire, donc il faut dire si c'est un accroissement temporaire d'activité. Dans les 4 ou 5 exactement, ou si c'est un remplacement de salarié. Et puis quand c'est un remplacement de salarié, aussi on voit souvent dans les contentieux des clients qui viennent nous voir en disant je comprends pas, on vient nous chercher des noises. Oublier quand c'est un remplacement de marquer le poste qui est remplacé, c'est-à-dire la personne qui est remplacée, le poste. Le nom de la personne, donc. Exactement, parce que il y a une règle, ça c'est dans l'application du contrat de travail. En fait, la personne recrutée en CDD, ça doit pas être du moins 10 ans salarial. C'est-à-dire qu'on part recruter quelqu'un qui est à 10 000 euros par quelqu'un qui va être qu'à 5 000. Et gagner 5 000. Voilà. La durée, c'est important parce que c'est un contrat à durée déterminée. Voilà. Alors, il y a plusieurs possibilités. Je crois qu'on peut enchaîner les CDD, parce que certains se plaignaient, je pense à la Poste notamment, où les personnes avaient enchaîné pendant 20 ans des CDD. Ouais. D'abord, c'est légal, ça, d'ailleurs? Alors non, c'est pas légal. Encore une fois, le principe de base, c'est qu'on ne peut pas pourvoir durablement un emploi par des CDD. Normalement, on doit recourir au CDI. Donc effectivement, enchaîner une quarantaine de CDD à la suite, puisqu'il y a aussi des règles de conclusion de CDD, évidemment, c'est une requalification quasi systématique. Donc je signe un CDD avec un employeur qui me dit je vous prends en CDD, il a tout bien fait, il a tout signé 48 heures avant, et il doit m'indiquer la durée de ce CDD. Voilà, il doit indiquer la durée du CDD, ou alors, si c'est un remplacement, la personne qu'on remplace. Et donc, tu vas être en CDD pendant la période d'absence de cette personne. Typiquement, un congé maternité, on sait quelle va être la date de reprise de la collaboratrice, et bien ça va être la fin va être le retour en poste de la collaboratrice. Maximum 18 mois, c'est cela? Maximum 18 mois avec des exceptions. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais on peut être à 9 mois maximum ou à 24 mois maximum. Voilà, donc c'est une amplitude de 9 à 24. Exactement. Mais le contrat de base, le contrat standard, c'est vraiment 18 mois, incluant les renouvellements. C'est-à-dire que beaucoup aussi d'employeurs ont dans l'idée ah oui, mais c'est 18 mois, mais je vais le renouveler 2 fois en 18 mois. C'est ça. Non, les 2 renouvellements possibles, ils sont à l'intérieur de ce cadre. Oui, c'est pas 3 fois 18. Hein. Non, voilà, exactement. Non, mais c'est vrai qu'il y a parfois ce malentendu. Exactement. Étienne, justement, le renouvellement, comment ça se passe? Alors le renouvellement, c'est très important puisqu'il faut le prévoir contractuellement. Et si on ne le prévoit pas, il va falloir renégocier avec le collaborateur son renouvellement et prévoir donc cette nouvelle durée
et le motif pour lequel le renouvellement est demandé. C'est-à-dire qu'on avait un accroissement temporaire d'activité. Cette activité, cet accroissement est toujours là. Le niveau haut de l'activité est toujours là. J'ai besoin. Et donc j'ai besoin de toi encore pendant une durée additionnelle. Si c'était 6 mois, on va le renouveler pour 6 mois et encore 6 mois. Comme ça, on sera vraiment en 18. À condition que le salarié soit d'accord. Parfois, il dit, mais pourquoi vous ne me prenez pas en CDI? Ça serait plus simple. Oui, exactement. Du coup, c'est un levier de négociation. Donc il vaut mieux le prévoir de manière anticipée, que le renouvellement est possible et qu'il se fera par information du collaborateur. Alors, on arrive au moment qui est souvent un peu fatidique pour le salarié, soit on l'intègre, comme on dit, en CDI, soit on rompt son contrat, la durée de ce CDD se termine. Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Alors, à la rupture, on lui fait son solde de tout compte avec cette problématique particulière qu'il n'y a pas d'indemnité de licenciement, puisque par construction, le contrat se termine comme il était prévu. On le savait. Exactement. En revanche, il y a une indemnité qu'il faut payer. Ça aussi, les employeurs oublient que ça va leur coûter 10% de plus, puisqu'en fait, l'indemnité de départ, de fin de CDD, va être égale à 10% des rémunérations que le salarié a perçues. Donc, évidemment, plus le salarié a été là longtemps, plus l'indemnité va être élevée. Et donc, plus il y a une incitation, quelque part, à le convertir en CDI pour éviter d'avoir à payer cette indemnité. Oui, parce que c'est une somme, plus évidemment les congés payés attenant plus solde de tout compte. Sur l'ensemble de la durée du contrat. Exactement. Concrètement, les employeurs, c'est un bon calcul que de prendre des collaborateurs en CDD ou pas? Parce que ça, c'est un avocat en droit social. Certains vous disent c'est pratique, c'est plus fluide, je peux m'en séparer plus vite. Mais ça coûte plus cher quand même. Ça coûte plus cher et puis non, en fait, c'est moins pratique, par exemple, qu'un CDI en période d'essai. Ça peut paraître contre-intuitif quelque part. Mais en fait, un CDD, il ne peut pas être rompu par anticipation, sauf accord avec le collaborateur. Et dans ce cas-là, ça peut se négocier, sauf il faut démontrer une faute grave. Donc j'en ai pris pour 18 mois, je ne suis pas content au bout de 3 mois, mais je dois aller jusqu'au 18. Exactement, je ne suis pas content. Tant qu'il n'a pas commis une faute, tant qu'on n'est pas sur le disciplinaire, on est obligé d'avoir le collaborateur. La période d'essai CDI... La période d'essai, on peut l'avoir jusqu'à 8 mois par exemple, donc ça fait quand même déjà une durée significative, et on peut s'en séparer sans avoir à mettre en avant un motif, sans avoir à payer d'indemnité de licenciement non plus. Et donc ça peut paraître contre-intuitif, mais en termes de flexibilité pour les entreprises, il n'est pas rare que nous conseillons de prendre plutôt un CDI avec une période d'essai longue plutôt qu'un CDD. Vous savez que Maître Pujol, ça agace beaucoup les salariés quand on les prend en période d'essai sur 8 mois, sur un CDI, vous le savez. Je comprends, eux sont conscients de cette précarité. Non, mais ils sont conscients aussi qu'il y a quand même une grande période où on va les observer et donc la zone de danger est très longue. Oui, tout à fait. On en parlait il y a quelques semaines, effectivement. Du coup, la période d'essai, parfois, elle n'est pas convenue entre les parties, justement parce que le collaborateur dit non, à mon niveau d'expérience, etc., on va la faire de 1 mois maxi, juste pour la prise de poste, voir si... D'ailleurs, ça marche dans les deux sens. Évidemment. Et pour voir si on est en adéquation avec le poste. Merci Étienne de nous avoir rendu visite sur ce sujet important du CDD. Et beaucoup de contentieux. En temps de reprise, de reprise économique, ça fait que les collaborateurs et surtout les RH oublient quelques détails. Merci d'être venu nous rendre visite, avocat en droit social au cabinet Berilo. À très bientôt, à la semaine prochaine, j'espère. On fait une courte pause, on s'intéresse à la Marine nationale. C'est ce corps prestigieux, les mousses, les marins, l'aventure, les voyages. La Marine embauche, recrute des jeunes notamment à travers des centres de formation, tous les métiers ou presque, 650 métiers. Il n'y a pas que des marins, des soldats, il y a aussi tous les métiers qui vont évidemment autour des bateaux notamment. On en parle avec justement le chef du recrutement de la Marine nationale. Il est notre invité juste après cette pause. Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui pour parler de la Marine nationale, une actrice de formation, de l'emploi, des jeunes, on en parlera. Elle recrute chaque année 4000 soldats marins. On va en parler évidemment avec le capitaine de vaisseau David Sanson, chef du recrutement de la Marine nationale. Alors, vous êtes commandant. Alors, pour ceux qui s'intéressent un peu, vous êtes commandant, on ne dit pas mon commandant, mais commandant. Et c'est votre grade au sein de la Marine. D'abord, un petit mot sur vous, c'est la tradition dans l'émission, quand on reçoit des RH de grands groupes, des recruteurs. Comment on arrive à être recruteur, c'est-à-dire un spécialiste de l'emploi dans un des corps d'armée, je dirais avec l'armée de l'air les plus prestigieux? Ça fait rêver la Marine. Comment vous en êtes arrivé là? Alors je suis arrivé là, en fait, finalement à la fin de ma carrière, puisque je suis rentré il y a 34 ans. Et vous avez beaucoup navigué. J'ai beaucoup navigué, j'ai exercé 4 métiers différents. J'ai un parcours un peu atypique, mais quand vous rencontrez un marin, il vous dit toujours qu'il a un parcours atypique, parce que justement, on a des carrières qui sont très variées. Donc finalement, ce métier de recruteur, c'est pas un métier de marin. Nous avons 400 recruteurs dans le service du recrutement de la Marine. Mais ces gens-là, en fait, à la base, ils sont détecteurs, ils sont boulangers, cuisiniers, RH, et ils viennent
plutôt en milieu de carrière ou fin de carrière. Parce qu'ils connaissent leur secteur et leur métier. Exactement. En fait, nos recruteurs ne sont pas des recruteurs, je dirais, classiques. Ils sont avant tout des informateurs sur les métiers et sur les formations de la marine. Des capteurs pour avoir les meilleurs. Oui, nous, ce qui est très important, c'est expliquer ce que l'on fait parce que, en général, la marine est peu connue en tant qu'employeur. C'est vrai. Commandant, qu'est-ce qui fait qu'un jeune va pousser la porte de la marine? Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui l'engage? Généralement, il y a plusieurs raisons. C'est rare que un jeune, vienne nous voir uniquement pour une seule raison. En général, il y a un proche, c'est vrai, un copain, un parent qui est déjà dans la marine et avec qui il a discuté. Donc ça a aiguisé sa curiosité. Et puis après, il peut y avoir sur son smartphone, il reçoit une de nos publicités, ou dans la rue, ou à la télé. Il y a des campagnes très modernes, effectivement. Exactement. Et donc, et puis aussi dans son école, puisque nous faisons des informations sur les métiers de la marine dans les écoles, ou à l'occasion d'un forum ou d'un salon, le salon de l'étudiant, Studirama, par exemple. Il y a ce prestige, j'évoquais le prestige. C'est quoi? C'est le grand large, c'est l'aventure? Parce qu'il y a aussi le pendant, avec des jeunes qui sont plus souvent le nez dans leur smartphone que tournés vers le monde. Ça attire toujours la marine pour l'idée de l'aventure, du lointain, du voyage? Ce qui attire, à mon sens, c'est la multiplicité des missions de la marine. La marine nationale, c'est 39 000 marins qui travaillent sur tous les océans du monde. Tous les océans du monde. Tous les océans du monde. Vous avez des marins qui protègent les côtes françaises. C'est la vocation de la marine nationale. D'ailleurs, je fais une petite digression. Marine nationale et pas armée de mer. Marine nationale parce que la marine est au service de tous les Français. Elle est d'une part dans les opérations de haute intensité, mais vous la retrouvez aussi dans les missions de service public. Par exemple, saviez-vous que Marseille est le 7e hub mondial Internet avec des câbles sous-marins? Il y a 15 câbles sous-marins qui partent de Marseille. Voilà. Et ça, c'est une mission de la Marine nationale. Internet est précieux, c'est vital, stratégique. Il y a Djibouti, il y a aussi quand même le passage des bateaux qu'il faut protéger. Oui, vous êtes intervenu souvent. On a vu avec ce bateau qui est resté en travers du canal de Suez pendant 5 jours, ça a commencé à crisper les marchés. C'est donc que l'avenir de l'humanité passe par la mer et que cette mer, il faut la protéger. La Marine nationale est également présente sous l'eau depuis 50 ans. Ça, il faut le raconter, c'est une tradition française. C'est-à-dire qu'il y a un sous-marin qui est dans une des mers du globe tous les jours. Exactement. Ça répond en fait au principe de la dissuasion nucléaire. Depuis 50 ans, nous sommes en mission sous l'eau en permanence. Il y a toujours au moins un sous-marin qui est relevé évidemment tous les à peu près 2 mois. Mais depuis 50 ans, nous protégeons, c'est l'assurance vie de la nation, la dissuasion nucléaire. Elle est assurée par la Marine nationale, principalement. Alors, vous ouvrez grand les bras à 4000 militaires, vous leur dites, venez nous rejoindre. La Marine, c'est quoi la palette de choix qu'un jeune peut avoir? On peut entrer dans la Marine en sortie de 3e, c'est ça? Alors, on peut rentrer dans la Marine à l'école des mousses. Les mousses, les fameux mousses. Les fameux mousses. Le petit bonnet avec le pompon rouge. Exactement. C'est environ 200 recrutements. Et c'est très peu par rapport aux 2000 recrutements de matelots que nous faisons chaque année pour des métiers aux alentours du bac, avant le bac ou après le bac. Et éventuellement, si les jeunes sont un peu plus qualifiés en sortie d'école, avec un BTS ou une licence, ils peuvent rentrer dans ce qu'on appelle l'école de Mestrance, qui est une école d'officiers mariniers, c'est-à-dire de techniciens, futurs techniciens supérieurs. Bordeaux, Mestrance, non, non, c'est à Brest. À Brest. C'est à Brest. Et là, on en recrute 1200 par an. Donc, on les forme à des métiers vraiment de pointe. Et ils sont rémunérés? Ils sont rémunérés. Non, il faut quand même c'est un élément attractif quand même. Alors, ils sont rémunérés. C'est un salaire qui est assez proche du SMIC finalement. Mais ce qui nous paraît important, c'est d'avoir une approche d'égalité des chances par cette rémunération. On ne devient pas riche avec ça. Mais ça permet pour des gens qui ont des difficultés, justement, de se remettre un peu à niveau, de se faire un peu d'argent de poche et d'envisager un avenir. Je le redis, il y a les sous-mariniers, c'est quand même un métier à part. Il y a ceux qui vont partir, qui rêvent de partir sur le Charles de Gaulle. Mais quand on part en sous-marin, sur le Charles de Gaulle, ça vous est arrivé, on est quand même coupé de sa famille pendant un certain temps. Je veux dire, il faut quand même l'intégrer au-delà du voyage, des endroits assez incroyables que vous découvrez. Ça a été votre vie, une partie de votre vie. Il faut aussi donner l'envers de la pièce quand même. On part loin, c'est long, on est coupé de sa famille. Je ne pense pas qu'il faille parler d'envers de la pièce, je pense que ça fait partie du scénario global. La vie professionnelle, elle est faite d'avantages et d'inconvénients.
Après, chacun voit midi à sa porte et dessine sa vie. Moi, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai navigué. Et quand je naviguais et que mes enfants étaient jeunes, effectivement, c'est une contrainte qui est forte. C'est quoi la plus grande durée, le plus grand voyage que vous avez fait? C'est 6 mois 5 mois. 5 mois. Oui. Donc c'est 5 mois en mer. C'est 5 mois en mer, avec la possibilité d'être en contact avec sa famille. Et puis ça se prépare, c'est ça que je veux dire. C'est pas tant le fait de partir longtemps qui pose une difficulté ou qui est à appréhender, c'est la prévisibilité du programme. Et ça, la marine fait beaucoup d'efforts pour dire, dans 3 mois, nous allons partir 2 mois. Voilà. Et ça, c'est important pour que les familles s'organisent. On a même mis en place. Qu'elles se préparent, ouais. Exactement. Et nous avons mis en place des bâtiments à double équipage. Il y a des frégates, il y en a 2, donc 4 équipages, à double équipage. Et lorsque un bateau est en mer pendant 4 mois, navigue, l'autre prend ses permissions, s'entraîne, se forme, avant de repartir ensuite en mer. Donc là, on est capable d'aller au mariage de son cousin, par exemple. On peut anticiper, c'est intéressant. Et puis, parlons du sourcing, on va parler des métiers ensuite, parce que ça part des commandos marins, parce qu'il y a un côté prestigieux, qui protège les bases. Une grande partie de ces commandos marins, il faut avoir une bonne condition physique, il faut être aguerri, mais c'est ça leur métier. Il faut avoir une bonne condition physique et être intelligent. C'est-à-dire qu'être musclé, ce n'est pas un objectif, il faut être capable de remplir la mission. C'est toujours ça au départ. Les fusiliers marins sont là pour protéger... C'est un corps d'élite, Tout à fait, sont là pour protéger les bases de la marine, les bases navales, mais également alimentent les commandos de la marine, les 7 commandos de la marine que l'on retrouve ensuite, qui sont employés dans les forces spéciales. Vous en avez en Afrique, vous en avez... Dans les forces du COS. Donc en fait, exactement. Le COS vient chercher aussi parmi vos soldats des soldats d'élite qui sont le engagés. Commando Hubert, le commandant de Pinfintegno, nous mettons à disposition du COS, effectivement, des marins qui sont prêts à aller sur ces théâtres d'opération. Alors, vous l'avez évoqué, il y a un sourcing autour de la communication, parce que vous êtes finalement comme beaucoup de recruteurs qui viennent sur ce plateau d'entreprises privées et qui nous disent on est en ce moment un peu en galère en termes de recrutement, parce qu'on ne trouve pas, parce qu'on n'a pas les talents. Est-ce que vous êtes dans la même situation? Parce qu'au-delà des soldats qui vont... s'engager pour le drapeau, vous avez besoin de soudeurs, d'électromécaniciens, de cuisiniers. Il y a près de 80 métiers au total finalement proposés. Est-ce que vous les trouvez? Parce qu'il y a besoin de réparer les bateaux, il y a besoin de maintenir, de faire de la maintenance. Comment vous faites là concrètement? En fait, ce qui est important, c'est de prendre le temps de recruter et d'expliquer ce que l'on fait dans les conditions dans lesquelles on va les faire. Notre recrutement, ça fait 3 années de suite que nous le faisons. Pour cela, nous investissons dans la publicité, comme vous le voyez. Une chaîne YouTube, j'ai vu. Il y a une chaîne YouTube, il y a beaucoup d'opérations qui sont menées. Et puis aussi, comme vous parlez de sourcing, je pense que ça, c'est important. Nous allons dans certaines écoles, avec des métiers qui sont proches des nôtres. Nous nouons des partenariats, nous offrons parfois des stages à des jeunes pour leur expliquer ce que l'on fait. Moi, je crois que le recrutement, c'est comme l'amitié, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décréter le recrutement, sinon on se rate. Il faut prendre le temps d'expliquer ce que l'on fait, et une fois qu'on est d'accord, à ce moment-là, on rentre dans la marine. Oui, parce que quand on rentre dans la marine ou dans un corps d'armée, mais la marine en particulier, parce que je leur dis, il y a la distance, il y a l'idée du mouvement, il y a un petit supplément d'âme. Voilà, c'est pas un métier comme les autres. Loin, longtemps, en équipage. Ça, c'est ça, ce qui nous distingue, c'est ça, et ça ne remet pas en question la qualité des autres employeurs. Chacun a ses spécificités. Bien sûr. Nous, c'est ça. Quand vous partez très longtemps, c'est comme si vous, avec la rédaction, vous partiez 3 mois sans rentrer chez vous, en restant ici, en dormant ici, en mangeant ici, et en ayant la possibilité quand même d'aller un peu à l'extérieur, mais très peu finalement. Et vous êtes concentré sur votre travail et votre équipe. Donc vous imaginez bien que la relation humaine, après ces semaines, mois passés ensemble, elle n'est plus la même. Donc oui, ça apporte un supplément d'âme et finalement aussi un savoir-être qui est très apprécié lorsque les marins quittent la marine. À peu près 90% des marins après la marine ont retrouvé un job. Un job, exact. Et ça, c'est le savoir-être, c'est la façon de vivre ensemble, de partager, d'être dans la solidarité. C'est aussi ça, ces valeurs. Quand on est sur des espaces réduits, et on peut parler des sous-mariniers, c'est quand même très particulier d'être sous-marinier. C'est-à-dire qu'on est souvent sous l'eau, dans des espaces extrêmement réduits. C'est compliqué, la vie d'un sous-marinier. C'est compliqué, mais c'est exaltant. En fait, le truc, il est là, c'est que nous avons des métiers, effectivement, comme on voit ce jeune mécanicien qui le fait peut-être ce métier pendant 3 mois sans rentrer chez lui. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait qu'il est là pour protéger les Français, protéger son pays. Et ça l'anime. Et puis, il y a son équipe, il y a son chef, il y a ses collègues. Une équipe comme ça crée ce qu'on appelle l'esprit d'équipage. L'esprit d'équipage, c'est ce qui vous fait tenir et vous fait aimer votre travail.
Le recrutement, si j'ai bien lu, est assez long. C'est-à-dire que vous dites qu'il faut vraiment que ça soit une histoire d'amour et que ça se construise. Il y a quand même tout un processus assez long, peut-être plus long qu'ailleurs, avec une visite médicale, avec des choses beaucoup plus strictes. Pourquoi ? Vous parliez de l'exiguïté ou la difficulté du métier sous-marinier, mais il y a aussi l'aéronautique navale. La marine met en œuvre 200 avions, ça on le sait en général. C'est vrai. Les Rafales du Charles de Gaulle sont pilotées par des marins, avec un contrôleur aérien qui est un marin. Les équipes mais ils sont sur le pont d'ailleurs. Bah ouais. Exactement. Donc ces gens-là, on les recrute et on les forme. Voilà. Donc pour acquérir ce niveau de formation, il nous faut évidemment les écoles, qui sont une clé. L'égalité homme-femme, ça c'est un sujet. Alors, il y a beaucoup de sujets en matière de recrutement. On évoquait le sourcing, vous vous êtes modernisé. Il y a la chaîne YouTube, il y a des campagnes pour faire venir les jeunes, il y a des stages, il y a des formations métiers, il y a des formations militaires. Sur l'égalité homme-femme, ça avance, sauf dans les sous-marins, si j'ai bien compris. Parce qu'il y a un problème aussi d'intimité par rapport à l'espace dédié aux femmes. Alors ça avance même dans les sous-marins, puisque depuis quelques semaines... Vous avez des sous-marinières. Nous avons ouvert le recrutement aux femmes. Alors évidemment, en 2022, une vingtaine, on commence doucement, mais la marine ouvre ses portes aux femmes pour les métiers dans les sous-marins, comme pour le reste. Le recrutement de la marine, c'est 20% de femmes chaque année. L'objectif, c'est de monter à 20% de femmes marins dans la marine à l'horizon 2030. Donc de femmes, pour le dire très concrètement, quand on dit marins, de femmes embarquées sur des bateaux et qui vont prendre la mer pour 15 jours, 3 semaines, jusqu'à 4 mois. Oui, alors c'est déjà le cas. Il y a 15% de femmes dans la marine, un peu moins embarquées. C'est ça, elles sont plutôt à terre. Pas forcément, il y en a en fait dans toutes les unités de la marine, il y a des femmes. L'objectif, c'est d'augmenter ce vivier de femmes et nous allons y arriver. Alors, vous parlez d'égalité. Oui. Justement, dans la marine, il n'y a pas de différence de salaire. Un homme et une femme ont la même solde. On n'est pas moins ou mieux payé, on est payé pareil. Et l'avancement est égal également. On avance à la même vitesse. Si on a fait les mêmes choses, on avance à la même vitesse. Et une femme qui travaille mieux et qui a été plus courageuse dans ses choix professionnels, elle avancera plus vite. Le sexe n'est pas un sujet. Très concrètement, comme on est une chaîne emploi RH, quels sont vos besoins concrets par métier ? Puisqu'on a évoqué évidemment des corps prestigieux comme les fusiliers marins, qui sont des corps très prestigieux, mais quels sont vos besoins aujourd'hui ? Est-ce que vous avez de nouveaux besoins ? On a une tension sur les métiers de la tech, sur les talents de la tech. Est-ce que vous aussi, vous dites, on a aussi de l'électronique embarquée dans tous vos bateaux pour la liaison avec la Terre ? Est-ce que là aussi, c'est compliqué pour vous, les recrutements des talents dans la tech ? Est-ce que vous appuyez sur des prestataires ? Parce que vous ne trouvez pas, en fait. Alors, nous trouvons, mais c'est difficile. En fait, il faut donc vraiment... Tout le monde est logé à la même enseigne, là. Oui, en fait, tous les employeurs sont pareils. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'on arrive à faire notre recrutement, parce que justement, je pense qu'on a des éléments différenciants. Par contre, oui, on se bat pour le cyber, on se bat pour les métiers des technologies de l'information, et pour les électriciens également. La marine est une marine moderne. Il faut voir les images du dernier sous-marin nucléaire d'attaque. À l'intérieur, voilà, on voit c'est l'actualité. Hein. C'est un peu comme ici d'ailleurs, le central opération. Oui, c'est vrai, si je peux me permettre un parallèle. Je pense qu'on est presque moins moderne que votre sous-marin, si je peux me permettre. C'est possible. Mais en tout cas, pour mettre en œuvre d'une part ces équipements et ensuite les entretenir, participer à l'entretien, il faut effectivement des gens qui soient très très bien formés. Donc, mais là, vous allez les chercher comment, ceux-là ? Parce que c'est de l'électrotechnique, ce sont des ingénieurs, ce sont des gens extrêmement pointus. C'est de l'électronique embarquée de très très haut niveau. Ça transporte quand même notre dissuasion nucléaire. Donc c'est sérieux tout ça. C'est très sérieux. La marine a la chance d'avoir un système d'école absolument, je pense, inégalé. Parce que nous formons 100% des marins que nous recrutons. C'est-à-dire qu'un jeune qui sort... Il y a une jeune femme que j'ai rencontrée l'autre jour au CIRFA de Tours. Elle avait fait un BTS d'esthétique. Eh bien, aujourd'hui, elle est en train de protéger les côtes françaises dans un sémaphore. Son rôle, c'est de veiller à la protection du littoral. Et le parcours. Elle est passée par une école de formation ? Oui, forcément. Donc, en fait, tous nos marins passent par une école. D'abord une école militaire et ensuite une école de métier. Nous avons 2 contraintes. La première, c'est l'âge. La marine est jeune. 30 ans en moyenne. Voilà. 28 ans embarqués. Certains bateaux, encore moins. Donc, quand on a un impératif de jeunesse extrêmement élevé, et qu'à cela, vous ajoutez une très haute technicité, la synthèse des deux fait que vous devez avoir des carrières avec des formations et une progression de carrière accélérée.
Et des formations, je dirais, tout au fil de l'eau. C'est important aussi de former les marins, reçoivent des formations tout au long de leur carrière. Je prends l'exemple alors c'est un exemple un peu symbolique, mais un commandant de sous-marin, il est simple enseigne de vaisseau en sortant de l'école navale. Il aura un job avec très peu de monde dans ses équipes. Ensuite, il va être chef de service. Après, il va être second d'un sous-marin nucléaire d'attaque. Ensuite, il sera commandant d'un sous-marin nucléaire d'attaque. Après, il reviendra sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Voilà. On a beaucoup de parcours initiatiques et qui sont entrecoupés de formations. Voilà. Et ça, c'est valable. Un électricien qui va intervenir et qui sera responsable du pilotage embarqué de la production d'électricité à 6000 volts, donc de la très haute tension, évidemment, il y a des formations qualifiantes, c'est-à-dire que quand ils quittent la marine, leur diplôme il est reconnu dans le civil. Par exemple, les pilotes, j'ai discuté avec un pilote de réacteur de la marine. Lui, c'était un de mes recruteurs. D'ailleurs, il était dans le Nord. Aujourd'hui, il est employé à Gravelines. Et aujourd'hui, qui est dans le Nord aussi. Qui est dans le Nord aussi. Ouais. Et il pilote une centrale nucléaire. Sauf qu'elle n'est pas sous l'eau, celle-là, elle est en surface. C'est la fameuse centrale de Gravelines. Voilà. Il est passé du nucléaire militaire au nucléaire civil, parce que c'est ça qu'il y a des passerelles, évidemment. Alors, exactement. C'est la même matière. Donc, ce marin qui était capable de piloter un réacteur nucléaire à bord d'un sous-marin, eh bien, il peut le faire à l'extérieur. La marine, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est important pour peut-être terminer notre entretien, c'est aussi un savoir-être, c'est aussi une manière d'être. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, dont des recruteurs ou des décideurs nous disent on a un problème de savoir-être, les fameux soft skills, c'est-à-dire ce qui n'est pas le diplôme, c'est ce qu'on met, la façon dont on s'habille. J'ai le sentiment que les corps d'armée et la marine en particulier, parce que c'est un très bel uniforme par ailleurs, il faut le dire. Merci Arnaud. Il y a comme ça une manière ça redresse les jeunes. Est-ce qu'il y a un peu de ça ? Alors nous, l'objectif, c'est pas de redresser les jeunes. Notre objectif, c'est de leur montrer qu'on a des métiers qui sont absolument hors du commun et qu'ils pourront venir chez nous et trouver leur compte finalement. On leur apprend un métier et comme vous le dites, on leur apprend une manière d'être, puisque de toute façon, quand vous êtes à 150 à bord d'une frégate furtive en océan Indien pendant plusieurs mois, vous êtes obligé de prendre en compte l'autre et ça façonne les comportements. Mais dans les sous-marins, je crois même que le cuisinier ou celui qui fait la popote est quand même capable techniquement de pouvoir faire remonter le sous-marin en cas de problème. C'est-à-dire que chacun a une forme de polyvalence. C'est indispensable. Je ne suis pas sûr que le sous-marinier fasse la cuisine au demeurant, mais l'inverse est possible. Alors non, mais s'il le fallait, il le ferait. Parce que lorsqu'on vous forme pour un métier à bord, alors on prend toujours cet exemple que j'aime beaucoup, le cuisinier, lorsqu'on est au poste de combat, eh bien, il est derrière la mitrailleuse de 12-7. Ça, je l'ai vu dans toutes mes affectations. Et lorsqu'il y a un poste incendie, c'est-à-dire qu'on s'entraîne à la lutte contre le feu, il va être brancardier. Mais ce n'est pas simplement porter un brancard. Il est capable de mettre en place des outils pour réanimer une personne. Il est capable de prendre l'attention. Il est capable d'aider l'infirmier ou le médecin. Donc en fait, toutes ces formations de base sont agrémentées par d'autres formations complémentaires. Un navigateur peut très bien devenir manœuvrier à l'occasion d'une opération de transport de matériel, si c'est un bâtiment qui fait du transport. Avant de nous quitter, je suis un jeune, je suis une famille. Mon fils a évoqué l'idée qu'il aimerait bien entrer dans la marine. On fait comment ? On a parlé des CIRFA. Vous avez des bureaux, parce que l'armée de terre a ses bureaux qui ont pignon sur rue. La marine a la même chose. On pousse la porte, on a quelqu'un qui vous accueille. Il y a deux manières de venir nous voir. Vous tapez « être marin » ou « la marine recrute » sur le clavier de votre ordinateur. Vous venez sur notre site carrière et là, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Ou alors, vous pouvez identifier le centre d'information et de recrutement des forces armées, le CIRFA, le plus proche de chez vous, et venir nous voir et on vous accueillera. On le redit, on sort de la 3e, on n'a pas de diplôme, on a le BEPC, et on peut entrer dans la marine, vous serez pris en main. Il y a des tests physiques, il y a quand même des visites médicales, il y a quand même quelques éléments, on ne rentre pas comme ça. Alors, la moyenne d'âge de recrutement, c'est entre 18 et 25 ans. C'est pas 16, mais c'est 16 ans, c'est pour l'école des mousses. En général, on recrute à partir de 18 ans jusqu'à 25. Légalement, c'est 16 ans. Légalement, c'est 16 ans pour l'école des mousses, mais l'engagement militaire, c'est à partir de 17 ans. Voilà. Jusqu'à, je vous dis, la moyenne, c'est entre 18 et 23. Et ensuite, on peut recruter jusqu'à 30 ans. Une première formation si on a 17 ans, dans un métier qu'on a choisi. Mais même sans formation. C'est-à-dire qu'un jeune Français qui a son baccalauréat et rentre dans la marine, on va lui faire sa formation. Voilà, en fait, il vient tel qu'il est et on va s'occuper de lui. Mais commandant,
vous lui faites, mais il faut quand même qu'il y ait une appétence de ce jeune qui va vous dire, moi je suis plutôt tourné vers les métiers, je ne sais pas, de la tech, ou plutôt les métiers manuels, la cuisine. Comment ça se passe? Bien sûr. En fait, lorsqu'il vient dans le CIRFA rencontrer mes équipes pour la première fois, on passe 1 heure avec lui pour l'informer pour voir sur tous les métiers de la marine. Et comme je vous le disais, l'objectif, c'est que lui, il trouve le métier de ses rêves. Il dit, mais moi, c'est ça que je veux faire. Donc, et on va travailler là-dessus. Il revient nous voir. Il a mûri, il revient nous voir 2 semaines plus tard et on fait un entretien de motivation. Voilà. Et là, c'est nous qui posons les questions et on essaie... C'est pour ça que le processus est assez long. Oui, mais il est long. Il faut être sûr de celui qu'on recrute quand même. Au bout de 6 mois, on a 13% de marins qui quittent la marine. Oui, j'ai vu, c'est très peu. 13%. C'est l'attrition, c'est le taux d'attrition. Le taux d'attrition, 13%, c'est-à-dire c'est très très peu. Chez les officiers mariniers, c'est 9%, dont 3% liés au médical. Donc en fait, les 1200 officiers mariniers que nous recrutons, il y en a 6% qui quittent la marine au bout de 6 mois. Donc c'est vraiment très peu. Et à comparer, j'ai vu les chiffres de la DARES qui évoquaient sur 2021, 46% des jeunes diplômés quittent leur premier emploi au bout d'1 an. Voilà. Donc je ne donne pas de leçons, je dis simplement qu'on prend le temps de recruter, on informe d'abord, ensuite on mesure la motivation. Mais quand ils y sont bien. Enfin, en tout cas, ils trouvent leur place. La preuve. On le redit, hein, le chiffre aujourd'hui, c'est 4000 recrutements militaires, parce que vous avez vu, on a mis de côté, c'est pas vos prérogatives, le personnel civil. Même si, dans les CIRFA, on peut poser des questions et demander des renseignements sur les carrières civiles dans les armées. Oui, parce qu'on n'a pas évoqué, mais ce sont des appuis la plupart du temps bien sûr, techniques, oui, technologiques, logistiques. Dans mes équipes, il y a des personnels civils. Merci capitaine David Sanson, commandant, parce que voilà, vous avez vu, voilà, et j'ai vu, alors le Pacha, c'est celui qui dirige le porte-avions. C'est en général, on appelle le Pacha le commandant du bateau, voilà. Ou du sous-marin. Il y a chef, j'ai vu qu'il y avait chef. Alors chef, c'est quand on dirige quel type de bateau ça? Alors chef, ça peut être le chef de la cuisine, ça peut être le chef machine qu'on appelle chef aussi, ça peut être le chef de la timonerie, ça peut être beaucoup de monde. Donc il y a beaucoup de chefs dans la marine. Vous regrettez pas le grand large? Est-ce que la mission qui vous incombe vous exalte? Parce que c'est exaltant de travailler dans la marine pour les raisons qu'on évoquait au début de l'entretien. C'est-à-dire qu'on voit du pays, on bouge. Ça vous manque pas? Alors ça ne me manque pas et grâce au métier que je fais en ce moment, et j'en profite, j'ai l'impression de rentrer dans la marine tous les jours. C'est ça. Donc vous donnez envie, j'imagine que parfois vous expliquez aussi votre parcours pour donner envie à celui qui hésite ou qui... Oui, alors je le fais avec une plateforme avec laquelle on est en partenariat qui s'appelle My Job Glasses, qui permet de proposer des rendez-vous, non pas avec des recruteurs, mais avec des marins. Directement. Donc vous êtes en visio avec quelqu'un qui vous dit, mais alors racontez-moi. En visio ou au téléphone. Et donc moi je suis ambassadeur également sur cette plateforme. Une forme de mentorat finalement. Oui, c'est ça, c'est du mentorat. Et je prends beaucoup de plaisir à répondre aux questions. Généralement c'est qu'est-ce qui vous a amené là, quel est votre quotidien. Enfin, ils sont très curieux. Oui, et le concret, ils veulent du concret. Ils veulent du concret. Ouais, combien de temps on part et combien on gagne d'ailleurs? J'ai vu que les salaires étaient assez corrects en fin de carrière et normaux en début de carrière. Alors, ils sont plutôt corrects en début et en milieu de carrière. On commence à 1200 quand on est matelot, mais quand on est en matelot et qu'on est embarqué, on a des prix supplémentaires, on peut monter à 1008, 2000 parfois. Quand vous partez 4 mois et vous touchez 2000 €, on n'a pas de loyer. Juste un opérateur que vous ne dépensez rien ou presque parce que oui, tout est pris en charge. Oui, vous avez vos escales où vous allez sortir un petit peu, mais on sort pas beaucoup. Les escales, il y en a pas beaucoup. Donc ça permet quand même d'avoir des niveaux de salaire tout à fait suffisants pour vivre. 7400 € en fin de carrière, c'est ça? Ça peut aller plus haut, évidemment. Alors oui, ça dépend quel métier et où. Donc, Merci commandant. Vous en prie, merci de m'avoir invité. 4000 recrutements, vous l'avez compris, dans 50 plus 30 autres métiers, ce qui fait 80 métiers. Vous allez probablement trouver un emploi à votre goût au sein de la marine. Merci David Sanson, commandant et chef du recrutement de la marine nationale. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parlait d'égalité homme-femme. Justement, on va parler de l'entrepreneuriat au féminin. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, on parle de l'entrepreneuriat au féminin avec Juliette Mondrin. Vous êtes la cofondatrice de Elboss.fr. C'est une plateforme business. L'idée, c'était quoi au départ, avant que la plateforme existe?
vous vous êtes dit quoi? Il y a un problème de ces femmes qui sont quoi? Entrepreneuses ou qui souhaitent le devenir et qui n'ont pas forcément de débouchés. C'est ça l'idée? Oui, l'idée, c'est en fait, c'est même partie d'un vécu. Moi, j'ai un profil atypique qui est passé par l'intérim postparental, de l'associatif, jusqu'à être freelance dans le recrutement et recruté par un grand groupe après en tant que responsable d'un cabinet nucléaire, dans le nucléaire. Et moi-même, en fait, j'ai ressenti ce besoin de plus de flexibilité, de liberté dans ma prise de décision, mais aussi dans mon équilibre de vie pro-perso. C'est ça. C'est souvent ça la question. Et en fait, ce constat, je l'ai fait pour moi-même, mais évidemment pour plein d'autres femmes. Mon associé cofondateur d'Elboss, qui s'appelle Nicolas Jaboulet, qui lui est chef d'entreprise dans les assurances depuis 25 ans, avait fait la même constatation auprès de ses clients qui régulièrement lui disaient je cherche un support administratif, je trouve pas, l'intérim c'est pas forcément toujours la bonne solution. Les alternants non plus, on a besoin de quelqu'un tout de suite opérationnel pour une journée ou deux, etc. Et vous dites, parce qu'effectivement, il y a la notion d'entrepreneur au sens SARL, mais là, vous nous parlez aussi de freelance, de femmes qui ont une compétence en comptabilité, qui apportent ponctuellement leurs compétences. C'est ça l'idée? Absolument. Donc, d'abord, il y a une véritable essor de ce statut, plus 17,5% entre 2019 et 2020. Et pour autant, encore un petit déséquilibre, puisque seulement 36% des femmes sont chefs d'entreprise. Donc, aujourd'hui, nous, on a vraiment décidé d'accompagner l'entrepreneuriat féminin et de le valoriser auprès des entreprises. Donc on engage les entreprises à dire moi je vais travailler avec Elboss parce que je veux plus de mixité au sein de mon entreprise et voilà, je participe à l'équilibrage du marché. Et finalement, vous faites une forme de sourcing, de recherche de profil pour répondre aux besoins de ces clients qui vous disent Elboss, vous avez quelqu'un dans le domaine de la compta, dans le domaine de la tech, c'est ça votre Oui, plateforme? c'est ça. Alors en fait, c'est une plateforme qui permet de déposer un profil. Alors on a vraiment décidé de ne pas mettre de CV puisque l'objectif, c'est que les femmes puissent valoriser tout leur parcours de vie, que justement, comme je vous disais, l'associatif, le sportif, elles peuvent vraiment mettre en avant tout leur savoir-être, au-delà des compétences qui sont évidemment primordiales. Et de l'autre, vous avez ce double tunnel, en fait, clients et femmes Elbosseuses qui vont pouvoir matcher. Oui, ce sont des Elbosseuses. Là, aujourd'hui, vous avez combien de votre fichier de Elbosseuses? Alors, c'est combien? C'est quel profil? Comment elles se répartissent? Aujourd'hui, nous, on est récent, on a 6 mois, on commence à démarrer. C'est un bébé, une petite start-up qui démarre sur le 78, le 92, donc on est autour de 500 personnes, ce qui est pas énorme au regard des autres plateformes, mais qui est déjà un bon début sur notre département, etc. Mais Juliette, vous êtes allée physiquement les rencontrer, ces femmes? Comment ça se passe? Parce que vous leur dites, mais viens chez nous. C'est ça. C'est un boulot de titan, ça, en fait. Oui, c'est un boulot de titan. On fait partie de beaucoup de réseaux. On est aussi au sein de l'incubateur Willa. Voilà, et puis il y a des réseaux d'entrepreneurs aussi, parce que c'est bien d'avoir des Elbosseuses, mais il faut les vendre. Bien sûr. Et surtout, nous, notre business principal, c'est d'aller trouver des missions aux femmes freelance, puisque c'est vraiment le cœur de métier d'Elboss. Et on est pour elles un support commercial. Et au-delà de ça, elles trouvent au sein d'Elboss de la prévoyance, de la RC Pro, des partenariats, etc. En fait, elles peuvent se concentrer à que sur leur travail. Voilà. Ça, c'est un argument massue quand même. Oui. Parce que si en plus de ça, il faut qu'elles gèrent tout ce qui est la partie administrative, souvent très lourde, ça, vous leur dites, c'est bon. Nous, Elboss, elle prend en charge. Exactement. Et on a même un atout supplémentaire, c'est que comme on séquestre en fait le paiement de la mission au démarrage, elles sont payées dans les 10 jours qui suivent la fin de la mission. Et ça, c'est quand même très important puisque souvent les freelances courent après le paiement de leur facture. Ça, c'est l'argument massue. Il y a l'administratif et je pense aussi qu'elles ont dû vous raconter que elles galéraient. Au bout d'un mois et demi, elles n'étaient pas payées, il fallait faire du recouvrement par téléphone et qu'on avait oublié de payer. Là, en fait, vous captez puis vous les payez très vite. Oui, exactement. C'est quoi les profils de freelancing que vous avez? C'est-à-dire que là, j'imagine que sur votre 500, votre premier fichier, finalement, c'est quoi? C'est plutôt du tertiaire, c'est de la tech, c'est des femmes dans tous les domaines? Oui, alors il y a un peu de tout. On est vraiment sur... il y a en effet du support commercial, administratif, comptable qui est vraiment très, très demandé par notamment notre cible principale, les PME. Énormément. Et ensuite, on a tout ce qui est audit, qualité, RSE, etc. On a du web, on a du community management, enfin finalement tout ce qu'on peut externaliser, du coaching en entreprise. Finalement, vous pouvez en tant qu'entreprise vous dire, tiens, moi je ne vais pas forcément avoir les moyens de recruter, ou le temps, ou j'ai pas de visibilité, et puis alors surtout en ce moment quand même, donc je vais externaliser, je vais prendre quelqu'un qui va venir... Mais vous implémentez sur un marché intéressant, l'entreprise essaie d'externaliser le plus possible avec des freelances pour des raisons assez évidentes de lien au
contrat de travail, des difficultés de se séparer d'un collaborateur, tout ça, vous l'entendez? Oui. C'est quand même très porteur aujourd'hui, ce marché. Oui, c'est un marché qui est très porteur. Et après, on a aussi des cibles particulières. Hein. Ça peut être notamment le congé maternité, qui peut être un vrai sujet en entreprise et une vraie difficulté de recruter sur vraiment un temps donné. Et encore une fois, je peux vous donner quelques exemples de missions là qu'on a en ce moment. On a par exemple une responsable ADV qui va aller dans une PME une journée par semaine. On peut avoir quelqu'un qui va faire de la gestion des risques sur du document unique. Enfin, tout ça, ça ne mérite pas d'embaucher quelqu'un à temps plein. Et vous, Juliette, là, 6 mois, c'est un bébé, vous démarrez, j'imagine que vous êtes la tête dans le guidon, tant à convaincre les entreprises que d'aller chercher évidemment des femmes. Est-ce que vous allez jusqu'à même proposer à des femmes salariées de devenir elles-mêmes entrepreneuses ou freelance en disant, mais regarde, tu as des compétences, vas-y, jette-toi. C'est drôle que vous me disiez ça parce que, on a vraiment dans les échanges qu'on a, même moi, autour de avec mes amis, etc., plein de femmes qui me disent, j'ai 35-40 ans, je viens d'avoir mon 3e enfant, etc. Et puis finalement, je suis pas forcément bien dans mon job, mais je reste parce que sécurité. Sécurité, exactement. Et donc nous, on leur dit, mais allez-y. On n'a pas besoin d'avoir fait de grandes études, j'en suis la preuve, moi. Et on peut se lancer dans l'entrepreneuriat, on apprend et c'est challengeant. Et nous, on accompagne aussi ces femmes. Via des ateliers, etc. aussi, sur leur posture entrepreneuriale, sur leur position tarifaire, etc. Et on les porte, on les pousse en fait à assumer leur posture et puis et leur désir aussi, parce que beaucoup ont envie de le faire. Et vous, à titre personnel, vous l'avez raconté, finalement, vous vous y retrouvez. Vous allez me dire, c'est un stress absolu de créer son entreprise. Mais est-ce que vous, entre la vie de salariat et aujourd'hui cette entreprise que vous créez et que vous développez, vous dites, ouais, j'y trouve mon compte? Ah oui, j'y trouve mon compte, moi, c'est certain. J'adore ce que je fais. Et puis surtout, l'entrepreneuriat offre une liberté et cette particularité, en fait, qu'on a peut-être dans d'autres métiers, mais qui permet d'apprendre. Et ça, c'est quand même essentiel. Et puis, de construire une entreprise sur des valeurs qui nous sont propres, qui sont... là, vraiment, avec Elboss, on a décidé de faire un outil qui est digital, mais derrière, il y a de l'humain, il y a une équipe, il y a du support client, et ça, c'est super important. C'est pas que de la mise en relation sur une plateforme. Pas seulement. On fait ça, mais derrière, on peut apporter tout ce qui est justement des rencontres, des échanges. On fait des journées de coworking. Enfin, on sort la femme freelance de sa solitude en fait d'entrepreneur. Et du coup, on leur dit venez, on va échanger des bonnes pratiques, etc. Et on est là. C'est vrai pour les hommes aussi. Oui. Ils sont seuls quand ils sont freelance. Et on prend des hommes sur notre plateforme. Oui, c'est ce que je voulais vous le demander parce que Elboss, il y a aussi dans votre fichier, j'imagine, des hommes en freelance. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Ils sont les bienvenus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un mur bien entendu. qui sépare les hommes des femmes. Elboss, c'est une initiative audacieuse de Juliette Mandrin, associée, parce que vous êtes associée avec, vous avez donné le nom Nicolas Jaboulet, cofondatrice et cofondateur de Elboss.fr. Allez donc jeter un œil et puis peut-être aller parler directement avec Juliette si vous avez envie de créer votre entreprise ou devenir freelance. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. L'émission est terminée. On se retrouve demain. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne. Romain Luc à la réalisation, Saïd au son, Fanny Griesmer évidemment. Et je remercie Carla pour l'accueil invité aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Merci pour les réactions sur les réseaux sociaux. On les lit évidemment avec beaucoup d'intention et d'intérêt. Je serai là demain, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.